Bienvenue dans ce décryptage de l'escalade de l'influence sociale. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur des concepts fondamentaux de la psychologie sociale. On va explorer ensemble ces forces invisibles, ces mécanismes cachés qui, en fait, dictent nos comportements au quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Est-ce qu'on contrôle vraiment nos actions ou est-ce que c'est la société qui tire les ficelles? C'est un peu la grande question. Le libre arbitre est-il une simple illusion? Pour y répondre, on va faire un véritable voyage psychologique, en partant des petites normes sociales toutes bêtes jusqu'aux recoins les plus sombres de l'obéissance aveugle. Alors, commençons par ce qu'on appelle la contagion sociale. Concrètement, c'est cette tendance quasi automatique qu'on a à imiter un comportement dominant, un peu comme une traînée de poudre. Pour bien comprendre, penchons-nous sur une étude complètement folle menée par Kerckhoff et Bach en 1968. L'histoire se passe dans une usine textile aux États-Unis. Soudain, des employés commencent à souffrir de graves nausées. La situation dégénère tellement que l'usine doit carrément fermer ses portes. Les experts cherchent un virus, un insecte, rien. Zéro cause biologique. En fait, c'était une épidémie purement sociale. Les symptômes partaient des ouvriers les plus populaires. Notre besoin inconscient de faire comme les autres est tellement puissant qu'il a littéralement rendu des dizaines de personnes physiquement malades. C'est dingue, non? Et justement, comment naissent ces fameuses normes de groupe? C'est là qu'intervient l'expérience de l'illusion d'optique de Sheriff. L'idée est simple. On place une personne seule, dans le noir complet, et on lui demande de fixer un point lumineux. Notre cerveau est fait de telle sorte que, sans aucun repère, on a la fausse impression que le point bouge. Quand les gens sont interrogés seuls, leurs estimations du mouvement partent dans tous les sens. Mais, mettez ces mêmes personnes en groupe, et là, magie. Leurs estimations finissent inévitablement par converger vers une seule et même moyenne. Face à l'incertitude, on préfère abandonner notre propre jugement pour créer une réalité commune, une norme qui nous rassure. Bon, mais que se passe-t-il quand nos actions finissent par entrer en conflit avec ces normes ou avec nos propres certitudes? Eh bien, c'est ce que Festinger appelle la dissonance cognitive. C'est cette fameuse friction interne, cet inconfort mental assez désagréable qu'on ressent quand on se retrouve face à nos propres contradictions. Et cet état de tension, l'esprit humain ne supporte pas du tout. Il va donc tout faire pour s'en débarrasser. Et pour réduire cette tension insupportable, on est prêt à de sacrées acrobaties mentales. L'esprit a 3 grandes stratégies. Soit on modifie carrément notre croyance de départ, soit on fait l'autruche en utilisant un système d'évitement, soit on change purement et simplement de comportement. L'expérience de Festinger et Carl Smith illustre ça à la perfection. Ils ont payé des gens pour mentir et affirmer qu'une tâche mortellement ennuyeuse était en fait géniale. Ceux qui ont touché 20 $ n'ont ressenti aucune dissonance. L'argent justifiait amplement le mensonge. Mais ceux qui n'ont eu qu'un malheureux dollar, l'inconfort était tel qu'ils n'arrivaient pas à justifier ce mensonge rationnellement. La solution de leur cerveau? Ils ont fini par se convaincre eux-mêmes que la tâche était vraiment intéressante. L'esprit a tout simplement modifié la croyance pour s'aligner avec le comportement. Maintenant, si la dissonance est une lutte interne, la conformité, c'est carrément une capitulation en pleine conscience face à la pression sociale. Et pour ça, impossible de ne pas parler de la légendaire expérience d'Ash. Le dispositif est redoutable. On prend un sujet naïf, on l'assoit avec d'autres personnes qui, sans qu'ils le sachent, sont tous des complices. La tâche, comparer la longueur de quelques lignes tracées sur des cartons. Un jeu d'enfant. Sauf que les acteurs ont pour consigne de donner tous ensemble une réponse évidente, mais complètement fausse. Le résultat de cette expérience? 25%. Face à une pression de groupe unanime, un quart des individus a choisi d'ignorer ce que leurs propres yeux leur criaient juste pour se conformer à la mauvaise réponse. Un quart! Ils ont préféré avoir tort avec la meute plutôt que d'avoir raison tout seuls. Bon, rassurons-nous quand même un petit peu, 68% des réponses totales sont courageusement restées correctes. La résistance est donc possible. Évidemment, plusieurs facteurs peuvent faire exploser ou réduire cette conformité. Par exemple, l'isolement du sujet est fatal pour l'indépendance d'esprit. La taille du groupe joue aussi énormément, avec une pression qui plafonne autour de 4 personnes unanimes. Rajoutez à cela une tâche difficile ou un manque de compétences personnelles, et la soumission grimpe en flèche. Mais la découverte la plus rassurante, c'est que la présence d'un seul et unique allié dans le groupe suffit à briser le sort. Avoir ne serait-ce qu'un partenaire de soutien fait chuter drastiquement la peur de l'exclusion. Un seul allié, et le piège de la conformité vole en éclats. Faisons une petite pause. On vient de voir la pression de groupe sous sa forme la plus directe. Mais que se passe-t-il lorsque la manipulation avance masquée, déguisée sous l'apparence d'un choix totalement libre? C'est là qu'on entre dans le domaine fascinant de la soumission librement consentie. C'est quand on modifie son comportement avec le sentiment absolu, mais complètement faux, d'agir de son propre chef. On parle ici de tactiques assez insidieuses.
D'abord, la technique du pied dans la porte. L'expérience de Friedman et Fraser a prouvé un truc incroyable. Si on demande d'abord aux gens une petite faveur inoffensive, comme répondre à un court sondage, ils ont ensuite massivement plus de chances d'accepter une requête énorme, comme planter un affreux panneau roulé prudemment dans leur jardin. Ensuite, il y a l'amorçage. Là, le but est d'arracher un grand accord enthousiaste avant de dévoiler le véritable coup, souvent caché. Ce qui est fou, c'est que les gens s'exécutent, tout simplement parce que l'engagement initial crée un lien, leur donnant l'illusion de la liberté. Un autre exemple brillant dans le quotidien, l'expérience de la radio sur la plage de Moriarty. C'est implacable. Imaginez, quelqu'un sur la plage s'absente et demande juste du feu à son voisin de serviette. Un voleur arrive et prend sa radio. Eh bien, seuls 20% des voisins interviennent. Mais attention, si la personne demande préalablement « Pouvez-vous surveiller mes affaires ?», là, c'est 95% des gens qui se transforment en protecteurs acharnés et tentent d'arrêter le voleur. Un simple petit accord préalable, librement consenti, devient un moteur d'action d'une puissance inouïe. Et toute cette escalade nous mène tout droit au sommet du contrôle social, l'obéissance aveugle à l'autorité. Comment des gens ordinaires peuvent-ils commettre l'impensable ? C'est exactement ce que Stanley Milgram a voulu comprendre à l'université de Yale. Sous couvert de tester l'effet de la punition sur la mémoire, on demandait à un sujet naïf, le fameux professeur, d'administrer des chocs électriques à un élève qui était en fait un acteur à chaque erreur. Et tout ça, juste parce qu'un scientifique en donnait l'ordre. L'escalade de la tension électrique fait froid dans le dos. Le tableau allait jusqu'à 450 volts. À 75 volts, l'élève commence à gémir. À 120 volts, ce sont des cris de douleur. À 150, la victime refuse de continuer. À 270 volts, on entend de véritables hurlements d'agonie. Et à 300 volts, le silence absolu. La mort, potentiellement. À chaque fois que le professeur hésitait, pris de doute ou de tremblement face à la détresse de l'élève, l'autorité répliquait avec un calme absolu. L'expérience exige que vous continuiez. Et voici sans doute la donnée la plus glaçante de ce décryptage. Avant l'expérience, d'éminents psychiatres prédisaient que seule une infime poignée de cas pathologiques, à peine 1 à 2%, irait jusqu'au bout. La vérité, malgré un conflit interne d'une violence extrême, 62% des participants ordinaires ont capitulé face à l'autorité en délivrant le choc maximal. Plus de la moitié. Comment expliquer une obéissance aussi monstrueuse ? Milgram appelle ça l'abandon de la conscience et l'entrée dans l'état agentique. C'est une condition psychologique très particulière, où l'individu abdique littéralement toute autonomie morale. On ne se considère plus du tout responsable de ses actes, on devient un simple instrument, le bras armé de la volonté d'une autorité supérieure. Et il faut bien se rendre compte que ces structures d'obéissance sont profondément ancrées en nous. Dès la naissance, l'obéissance est socialisée, érigée en vertu à la maison comme à l'école. Cet état agentique se déclenche particulièrement face à une autorité identifiable et jugée légitime comme le prestige d'une université. La distance physique avec la victime facilite aussi cruellement le passage à l'acte. Et enfin, on observe une syntonisation, c'est-à-dire une hyperconcentration totale. L'individu devient tellement obnubilé par la figure d'autorité que le monde extérieur disparaît. Pour conclure cette exploration psychologique, arrêtons-nous sur cette réflexion poignante. En obéissant, nous nous démettons de notre capacité d'évaluation personnelle. Nous considérons que nous n'avons plus à juger si nos actes sont bons ou mauvais. Après avoir découvert le poids invisible des normes et la force d'attraction d'autorité, une question fondamentale demeure. Face à toutes ces manipulations sociales, quelles sont les véritables limites de notre libre arbitre ? C'est une leçon majeure qui nous pousse, assurément, à ne jamais cesser d'interroger notre propre indépendance d'esprit.